Bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire spécial nutrition du jeune sportif. Cette séance s'inscrit dans la démarche d'Outsiders, la communauté du deux roues off-road, qui vise à donner un maximum d'outils et de conseils à ceux qui souhaitent allier compétition, plaisir et sécurité. Je rappelle qu'en plus de réaliser des tenues techniques et sportswear, Outsiders produit des articles, des tutos et de la documentation. Et le contenu du webinaire auquel vous êtes en train d'assister est extrait du guide du jeune compétiteur deux roues off-road que vous pourrez bientôt retrouver en version papier et numérique. Outsiders soutient plusieurs équipes en enduro, en rallye et en MX et est à l'origine du programme Outsiders Academy qui, pour la 6e année, accompagne 5 jeunes pilotes français dans leur saison d'enduro avec le championnat de France Enduro Kid. Ces actions reçoivent depuis 2017 le soutien de la Mutuelle des motards et de Yamaha Racing. Merci à eux pour leur fidélité. Cette année, ce sont Charlène Boudon, Léo Cholat, Tom Smith, Sean Binet et Paul Rebuffi qui ont rejoint l'aventure et qui assistent d'ailleurs en ce moment avec leurs parents sans doute à cette séance. Bonsoir à vous 5. Il est avec nous aussi l'homme au parcours de roquette, le pilote, champion de France, champion du monde, le team manager, fidèle ambassadeur de Yamaha. Il sait être généreux sans jamais rien lâcher. C'est un entrepreneur infatigable, passeur de témoins et partageur d'expériences, fondateur d'Outsiders. C'est Marc Bourgeois. Bonsoir Marc. Outsiders, c'est aussi et surtout une communauté de passionnés de deux roues qui grossit chaque année avec des pilotes, des mécaniciens, des kinésithérapeutes, des avocats, des préparateurs mentaux, designers, influenceurs et même un nutritionniste que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Il s'agit de Thomas Riff, infirmier de formation, et après plusieurs années, Thomas a développé une approche de la nutrition qu'il qualifie lui-même de holistique. Consultant et enseignant en nutrition, il accompagne plusieurs athlètes, de nombreux athlètes, dans leur quête de performance sans sacrifier le plaisir. Il dispense ses conseils à l'Outsiders Academy depuis 3 ans et c'est toujours un bonheur d'échanger avec lui. Bonsoir Thomas et merci de ta présence. Bonsoir Rémi, bonsoir à tous. Quelle présentation! Je vois que les présentations ont été bien préparées en amont. Merci beaucoup. C'est toujours, je vous remercie de la confiance que vous me portez, hein. Un peu plus de 2 ans que l'on travaille maintenant ensemble avec l'Outsiders Academy, avec ta confiance, celle de Marc. Et c'est un plaisir de pouvoir faire ce webinaire avec vous ce soir. Merci Thomas. Et pour ma part, je suis Rémi Baligan, cofondateur de la marque Outsiders et je vais animer ce webinaire en gardant toujours à l'esprit de rendre les choses compréhensibles au plus grand nombre. Alors, Thomas, en introduction, est-ce que tu pourrais nous dire, à la base, toi, ce qui te passionne à ce point dans la nutrition et un peu de ton parcours d'infirmier, comment t'en es venu, comment tu en es venu à te passionner pour cette discipline? D'accord. Et bien, très jeune, j'ai été intéressé par la santé, parce que j'ai eu une opération au dos quand j'étais plus jeune. Donc, tout de suite, je me suis dit, je voulais que mon futur métier soit dans le domaine de la santé, ce que la médecine, la santé m'a permis de pouvoir remarcher, recourir, etc. Et je voulais pouvoir le redonner à mon cours. Donc, je suis allé vers des études de santé, comme tu as dit, par le biais d'infirmier. Et ce que je me suis rendu compte très vite, c'est que, l'aspect, hôpital, médical, qui est souvent lié avec la souffrance et de la maladie, c'était quelque chose d'assez difficile et que moi, ma volonté d'aller vers la santé, c'était pas par cette branche-là. Donc je me suis un peu questionné de quelles sont les branches où on peut rester dans de la santé, mais pour permettre aux gens d'aller encore mieux et sans être sur des problématiques de pathologie ou de maladies trop lourdes. Et donc j'ai vu qu'un bon moyen pour faire, voilà, de l'amélioration de la santé, de la prévention, c'est dans la branche de la nutrition. Donc, je suis d'abord allé dans la branche de une nutrition plus générale et pour comment je me suis rapproché petit à petit, de la nutrition du sport, ben, j'ai été moi-même sportif, hein. J'ai eu un passé de nageur au club de Canet 66 où j'exerce maintenant, où j'accompagne l'équipe, en tant que consultant nutrition, hein. Donc c'est un peu la boucle qui se boucle et c'est surtout que dans le milieu de la nutrition, quand on veut aller, plus loin, être plus pointu, avec pouvoir plus de connaissances dans le domaine, la nutrition du sport permet d'aller, voilà, plus loin dans le domaine dans la nutrition. Donc, avec mon passé de sportif et mon intérêt pour l'aspect, physiologie scientifique des choses, pour pouvoir allier aux 2, c'est vraiment la nutrition du sport qui m'a permis de pouvoir, aller sur les 2 terrains. Donc voilà comment d'un parcours un peu plus santé soignant, je suis arrivé petit à petit vers un parcours, plus orienté vraiment nutrition du sport pour accompagner aujourd'hui, des athlètes, que ce soit des athlètes jeunes, comme l'Outsider Academy, jusqu'à des athlètes allant,
jusqu'à de la préparation actuellement pour les Jeux olympiques de 2024. Merci pour ce petit résumé de parcours et de nous avoir expliqué ce qui t'intéresse dans cette discipline. Alors, il y a quelque chose qui est important enfin, on va parler de la nutrition en général. Alors, je suis en train d'essayer de mettre voilà, de façon générale, mais il y a quelque chose qui est important de préciser au départ pour pouvoir comprendre ce dont tu vas nous parler, parce que tu vas nous parler de nutrition, mais du coup, tu vas nous parler de nutriments, tu vas nous parler de nutriments, de macronutriments, de nutriments, de micronutriments, d'énergie, d'indice glycémique. Tu vas nous parler de tout ça. Donc, notre corps, comme on le dit en introduction, c'est une machinerie complexe. Donc, avant d'aborder euh, les questions de groupe d'aliments, de pourquoi s'hydrater, de quand apporter de l'énergie, etc., j'aimerais, si tu le veux bien, apporter un éclairage sur les grands principes fondamentaux de la nutrition et donc des nutriments. Bien sûr. Donc, tous les aliments que l'on va ingérer, donc que l'on va manger, qui vont ensuite nous permettre, via la digestion, de pouvoir nous servir d'énergie et pouvoir permettre à notre corps de fonctionner. Tous les aliments vont être composés à la fois de macronutriments et de micronutriments. Donc, sous le grand dôme des nutriments, nous avons les macros et les micros. Comment faire la différence entre les deux? Les nutriments, ce qu'il faut savoir, ce sont des éléments vraiment de très petite taille, hein. Ils ne sont pas visibles à l'œil nu. On est dans le domaine du microscopique. Les macronutriments, donc ils sont de plus taille, et ça reste toujours dans le milieu du microscopique, mais sont de plus grosse taille que les micronutriments. Les macronutriments regroupent trois macronutriments que l'on connaît très souvent, et même des personnes qui ne sont pas très aguerries dans le milieu de la nutrition ont déjà entendu ces termes. Nous avons les protéines, nous avons les glucides et nous avons les lipides. Ce que je vous propose, c'est, je vais vous donner un petit peu quelques indications pour savoir à quoi servent, hein, ces trois macronutriments dans un second temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces macronutriments, ils vont permettre d'apporter de l'énergie à l'organisme. Si on devait faire un parallèle avec la moto, ce serait le carburant, hein. Ce serait vraiment le carburant que l'on va mettre. Donc, trois sources de carburant pour l'organisme, hein, des éléments qui vont amener de l'énergie: glucides, lipides, protéines. Quand on dit qu'ils apportent de l'énergie, c'est-à-dire que l'organisme, quand il va les digérer, quand il va les dégrader, quand il va les utiliser, ça va fournir des calories, ça va fournir de l'énergie. Donc, macronutriments égale glucides, lipides, protéines, et vont être source d'énergie. Je vais revenir dans un second temps donc, sur un petit peu, expliquer un petit peu à quoi servent, hein, ces trois macronutriments. Mais pour faire le parallèle, donc les macronutriments apportent de l'énergie directement pour l'organisme, alors que les micronutriments, eux, qui sont les vitamines, les minéraux et les oligoéléments, on reviendra un petit peu en détail sur quels sont les éléments qui les composent, mais ces micronutriments, eux, ils n'ont pas de valeur énergétique, c'est-à-dire ils n'apportent pas d'énergie, ce ne sont pas ça leur rôle. Eux, ce sont des outils. C'est ce que l'organisme va pouvoir les utiliser pour arriver à faire des fonctions. C'est-à-dire, par exemple, si on prend dans les micronutriments, prenons l'exemple pour un minéral, le calcium n'apporte pas d'énergie, mais il va permettre de remplir une fonction. Il va aller constituer les os, par exemple. Le corps ne se sert pas du calcium pour avoir de l'énergie pour fonctionner, mais il va s'en servir pour fabriquer les os. Donc voilà, les micronutriments n'apportent pas d'énergie, mais ce sont des outils pour l'organisme. Donc, si on veut faire un petit rappel bref des trois macronutriments, donc glucides, lipides et protéines, à quoi ils servent. Tout d'abord, les glucides. Les glucides, ils vont permettre d'être une source vraiment d'énergie directe pour le corps. Je consomme des glucides, je vais avoir ils vont arriver dans le sang et mon corps va pouvoir l'utiliser comme énergie pour l'effort et pour remplir d'autres fonctions. Mais ces glucides, ils vont avoir aussi d'autres intérêts. Ils vont être aussi, par exemple, ils vont servir pour la fabrication de l'ADN, ce qui est dans nos cellules, et ils vont aussi permettre, par exemple, de faire la reconnaissance cellulaire. Les globules rouges, le fameux système, le réseau sanguin, je suis de A, B ou O, et bien ça, ce sont des glucides qui sont à la surface des cellules. Donc, ils ont un autre rôle. Ce qu'il faut retenir, c'est que les glucides, en plus de l'énergie qu'ils vont nous apporter pour le sport, ils ont aussi un autre intérêt dans l'organisme. Donc, négliger les glucides dans son alimentation, ce n'est pas que négliger l'énergie que notre corps a besoin, c'est aussi négliger d'autres fonctions de l'organisme. Et Pour alors, les protéines.
Dis-moi. Pardon Thomas. Alors du coup, là j'ai affiché cette Ouais. fameuse pyramide, des groupes alimentaires. Ça veut dire qu'on retrouve dans tous ces grands groupes d'aliments, on va retrouver à chaque fois des macronutriments et des micronutriments. Exactement. Chaque groupe alimentaire, comme vous avez sur la pyramide, aura des macronutriments. Grosso modo, chaque groupe alimentaire possède les trois, mais il y en a qui vont en contenir en très petites calories, en très petite quantité, pardon, et d'autres en plus grande quantité. Je m'explique. Si par exemple, nous prenons le cas des glucides, on va retrouver majoritairement les glucides. Les sources de glucides vont être, par exemple, là dans la pyramide que nous en avons dans les céréales et les dérivés. On en aura un peu en moindre quantité dans les fruits, dans les légumes. Et par exemple, quand on va aller dans les viandes, les poissons et les œufs, la part de glucides dans la composition va être vraiment très très faible. Donc on ne considérera pas, par exemple, que la viande, le poisson et les œufs sont source de glucides. Ils vont en avoir en très peu de quantité, mais ce n'est pas une source alimentaire majoritaire. Quand je veux des glucides, je vais aller les chercher dans des céréales, dans les dérivés dans les céréales, ou aussi on peut les retrouver notamment dans les fruits, dans la pyramide que nous avons. Alors tu peux nous rappeler encore, est-ce que tu peux nous répéter ce qu'apportent les glucides? Les À quoi servent glucides, les glucides? si on veut faire le mieux à retenir, c'est que les glucides vont être une source d'énergie pour l'organisme. Voilà. Que ce soit en dehors des efforts, juste avant l'effort, pendant l'effort, après l'effort, glucides, c'est vraiment de l'énergie pour l'organisme. Ils vont avoir d'autres, mais ils ont aussi d'autres fonctions, comme par exemple rentrer dans la composition de l'ADN ou nous permettre de faire le résus sanguin. Ok. Mais glucides, énergie, s'il y a une chose à retenir ce soir, c'est ça. Si on veut faire un petit peu toujours en parallèle avec cette pyramide, on peut aller un peu plus sur le terrain maintenant des lipides, hein. Les lipides, c'est ce qu'on va appeler le gras, hein. Le gras, c'est quelque chose qu'il ne faut pas bannir de l'alimentation. Trop de sportifs, jeunes ou sportifs aguerris, ont tendance à négliger les lipides dans leur alimentation parce qu'ils se disent, bon, les lipides, c'est de la graisse et moi, je ne veux pas être gras, je ne veux pas être gros, du coup, je les néglige. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les lipides, on va en avoir besoin. L'organisme, on a besoin pour fonctionner et pour bien fonctionner. Par contre, il faudra aller chercher des lipides de bonne qualité, des bons lipides. Nous verrons ensuite ce qu'est un bon lipide et limiter les mauvais lipides. Si on veut reprendre quel est l'intérêt de consommer des lipides, on dit, vous voyez, Thomas, tu me dis qu'il faut des bons lipides pour que mon organisme fonctionne bien, mais à quoi ils servent dans l'organisme? Donc, les lipides, ils vont servir à faire de la réserve d'énergie. Hein, la graisse que nous avons, le tissu graisseux, c'est une réserve d'énergie. On ne peut pas fonctionner sans graisse. Il faut avoir un taux de graisse modéré parce on a envie d'avoir un bon rapport poids-puissance, notamment ici sur la moto. Mais on a besoin d'avoir de la réserve d'énergie. Quand on va faire une course d'enduro, même si les formats d'enduro kit, c'est une journée, très souvent, quand on va aller après dans la catégorie adulte où les compétitions d'enduro vont très souvent durer 2 journées, quand les journées sont très longues, on a passé 5 ou 6 heures sur la moto, petit à petit, on va aller chercher de l'énergie dans ce tissu de réserve, hein. Donc la graisse, c'est une réserve d'énergie. Les glucides, j'en mange, c'est de l'énergie directement disponible. Je vais avoir aussi des réserves pour les glucides, mais ils sont beaucoup plus petits que la graisse qui va être vraiment un gros, gros réservoir à énergie. C'est ça qu'il faut Alors garder en tête. ça veut dire que si je mange de la graisse, ça crée de la graisse. Manger de la graisse me permet d'accumuler de la graisse. Alors, grosso modo, quand je vais manger des calories, je vais les convertir et je vais les stocker sous forme de graisse. Mais vraiment, ce qui va permettre de être stocké sous forme de graisse, c'est notamment les glucides, en fait. C'est les quelqu'un qui va manger trop de glucides, il va les stocker sous forme de graisse. Si je mange du gras, D'accord. ça reste normalement, les calories vont être utilisées, mais c'est les glucides qui vont permettre à être stockés sous forme de graisse. Mais si on veut avoir un schéma simple à retenir aujourd'hui, les glucides, ça va être une source d'énergie que l'on va pouvoir utiliser directement. Le corps a aussi de petites réserves d'énergie, hein. Le muscle autour de lui a une petite réserve de glucides, donc une petite réserve d'énergie. Mais la grosse réserve d'énergie de l'organisme, là, ça va être le tissu adipeux, donc ça va être les lipides. Les lipides, ils vont avoir aussi d'autres fonctions dans l'organisme. Ils vont permettre de transporter certains éléments dans le sang aussi et ils vont permettre de composer nos cellules. Enfin voilà, le but, c'est pas de rentrer trop dans le détail, Oui, mais oui. les lipides n'ont pas que pour intérêt d'être un tissu de réserve et de former la graisse. Ils ont aussi d'autres intérêts physiologiques, comme pour faire le parallèle avec les glucides. Les glucides n'ont pas que pour intérêt d'être source d'énergie, ils ont aussi d'autres intérêts dans l'organisme.
Si on vient sur notre pyramide alimentaire, quels sont les éléments dans cette pyramide qui vont contenir des lipides, hein? Donc, ce qu'on retient, c'est que quasiment tous les aliments ont des glucides, des lipides, des protéines, mais c'est la proportion qui va varier en fonction des différents groupes. Des lipides de bonne qualité, on va en avoir, par exemple, aussi, on va avoir des lipides dans les produits laitiers, on va en avoir dans les œufs, on va en avoir, dans les matières grasses, hein, que ce soit le beurre, que ce soit, les différentes huiles, et après on va avoir certains lipides qui, eux, seront de moins bonne qualité, qu'on va essayer de limiter. Les graisses contenues dans les viandes, dans les poissons, hein, c'est une graisse animale, on essaye c'est pas la graisse de meilleure qualité, on essaie de limiter, et on va avoir aussi, par exemple, dans le sucre et les produits sucrés, on retrouve très souvent aussi, du gras, parce qu'il y a beaucoup de beurre qui est utilisé pour faire, par exemple, les pâtisseries. Et donc, si on devait faire un résumé des bons lipides dans l'organisme, nous allons avoir les huiles, nous allons avoir les poissons gras qui vont contenir des bons lipides. Nous allons avoir aussi le groupe des oléagineux. Ça va être amandes, noix, noisettes, et cetera. Et nous pouvons aussi, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, on peut citer le fromage aussi. On dit souvent il faut limiter le fromage, et cetera. C'est vrai parce que le fromage contient beaucoup de calories, mais les lipides contenus dans le fromage, le corps en a besoin en petite quantité. Donc il y a un intérêt à apporter un peu de fromage dans l'alimentation. Il y a d'autres intérêts qu'on va voir ensuite quand on fera un petit peu plus groupe par groupe. Mais dans le fromage, nous avons aussi des lipides et cette forme de lipides, le corps en a besoin pour fonctionner aussi. Donc moi, je rentrerai le fromage dans les types de lipides dont le corps a besoin pour fonctionner. Très bien. Alors, du coup, les protéines, alors qu'on appelle c'est protéines et protides, c'est pareil, parce que je me souviens, on appelait ça aussi Oui, protides. Ok, protides, ça comprend les protéines et les dérivés de protéines. C'est un peu de la terminologie scientifique, mais ok. on va pas dire que c'est un synonyme. Et du coup, les protéines, elles, leur but premier, enfin celui qu'on connaît le plus, du moins, ça va être de rentrer, de fabriquer les tissus, notamment le tissu du muscle. Ça, c'est ce qu'on peut retenir, c'est que les protéines permettent de la fabrication des tissus de l'organisme et notamment du tissu musculaire. C'est celui qui sera le plus volumineux, qui sera le plus lourd dans l'organisme, mais qui sera composé de protéines. Mais encore une fois, les protéines, en plus de leur fonction première d'être de fabriquer les tissus de l'organisme, elles vont avoir aussi d'autres fonctions. Elles vont permettre notamment de fabriquer ce qu'on appelle des enzymes. Les enzymes, c'est des petits outils dont l'organisme va se servir, comme les vitamines et les minéraux dont on a parlé tout à l'heure, qui sont nos micronutriments. Et ben, grâce aux protéines, nous allons pouvoir fabriquer des enzymes qui sont elles aussi une autre catégorie d'outils, qui vont Ok, notamment, ces enzymes, par exemple, permettre de digérer nos trois macronutriments, les glucides, les lipides et les protéines. Quand nous les ingérons via l'alimentation, notre corps a besoin de les couper, de les digérer afin qu'ils soient réduits de taille et qu'ils puissent passer dans le sang. Et ben, digérer, couper nos trois macronutriments, nos glucides, nos lipides et nos protéines, se sont faits grâce à des enzymes. Et ces enzymes sont aussi des protéines. Donc, ce qu'il faut retenir, l'objectif premier des protéines, c'est de fabriquer les tissus et notamment de fabriquer le muscle. Les lipides, l'objectif premier, c'est de participer à faire la graisse, donc avoir une réserve d'énergie. Et les glucides, c'est d'avoir une source d'énergie directement disponible. Je mange des glucides, ils arrivent dans le sang, mon corps peut les utiliser directement pour faire le sport. ok, c'est très très clair. Donc, tu nous as très bien expliqué ce que sont les macronutriments. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces petits outils qui ont l'air très sympathiques, hein, les micronutriments, les oligoéléments, etc., qu'on voit souvent sur les produits qu'on achète, riches en oligoéléments, en minéraux, etc. Finalement, moi, c'est vrai que moi-même, je ne sais pas très bien à quoi ça sert, mais je pense que tu vas nous éclairer là-dessus. Exactement. Donc, pour redire ce qu'on a dit tout à l'heure, les micronutriments, c'est vitamines, minéraux et oligoéléments. Oligoéléments, ça reste dans le même groupe, ce sont des petits éléments que le corps va avoir besoin pour fonctionner. Ils ne portent pas d'énergie propre, contrairement aux macronutriments, ils sont là pour être des outils pour l'organisme. Donc, parmi les vitamines, il y en a beaucoup, mais on peut en citer quelques-unes pour expliquer un petit peu l'intérêt qu'elles vont avoir pour les. Je dis, ces vitamines vont être des outils pour le corps. Si on peut donner quelques exemples clés, Oui, par exemple, nous allons avoir la vitamine A, qu'on va pouvoir retrouver par exemple
dans les carottes ou dans le foie des animaux et qui vont nous participer notamment à la fonction de la vue. La vitamine A est directement en lien avec la fonction de la vue. Nous allons avoir par exemple, nous pouvons citer la vitamine D par exemple, qu'on va retrouver dans le foie de morue, dans les sardines ou encore dans le jaune d'œuf. Cette vitamine D, sa fonction, ça va être de fixer d'aider à fixer le calcium sur les os. On sait que les os sont composés de calcium et ben, qu'est-ce qui va aider à la fixation de ce calcium sur les os? Ça va être la vitamine D. La vitamine D est un outil qui permet la fixation du calcium sur les os et on peut en citer beaucoup comme ça et si on peut en citer 2 dernières parce qu'elles sont très intéressantes chez le sportif, ça va être notamment le groupe des vitamines, les vitamines B, hein, B1, B2, B3 et cetera et on peut citer la vitamine B1 et la vitamine B3 qui sont 2 vitamines très importantes chez le sportif parce qu'elles vont aider les cellules à produire de l'énergie en utilisant les glucides et les autres, macronutriments. Et ensuite, si on peut citer, quelques minéraux, par exemple, bah, le calcium, comme on a cité tout à l'heure, qu'on va pouvoir, trouver, par exemple, dans le lait, dans le fromage ou dans certains légumes, par exemple, comme le chou on peut citer le chou vert, on peut citer le persil. Ce calcium, il va rentrer dans la constitution des os, mais ce calcium, il va aussi aider pour l'effort, il va aider à la contraction musculaire. Un sportif qui ne consommerait pas assez de calcium, au-delà d'avoir un risque de fragilité de l'os et avoir un risque accru de se blesser, de se fracturer, il va être moins efficace, il va avoir un muscle qui va moins bien se contracter, qui va être moins efficace pour contracter son muscle et fournir de l'effort. Donc vous voyez, il y a des éléments qu'on sait déjà, calcium égale os, mais il y a des éléments, quand on va un peu plus sur la nutrition du sportif, que l'on apprend, comme par exemple que le calcium a un intérêt pour que le muscle se contracte, pour que le muscle fonctionne. On ne va pas tous les faire, mais voilà. On pouvait citer le calcium pour les os et on va en citer un dernier, par exemple le fer, qu'on va retrouver dans le foie, les viandes rouges, les légumineuses, certaines céréales. Et ce fer va notamment permettre, va être notamment permettre l'oxygénation des tissus. Avec du fer, on permet de faire de l'hémoglobine et qui permet le transport de l'oxygène. Donc, un sportif pareil qui ne consommerait pas assez de fer via les aliments qui sont source de fer, eh ben, il risquerait d'avoir moins d'oxygène qui puisse être apporté à ses muscles, à ses tissus. Donc, du coup, il aurait moins, ce qu'on appelle avoir du cardio, hein, il aurait moins de cardio et donc il serait moins endurant et donc moins performant sur la moto. Très bien. Écoute, merci. Alors, c'est une super introduction. Je pense que c'est vraiment c'est passionnant. C'est passionnant. Ça demande, ça donne envie d'en savoir beaucoup plus et on va rentrer un petit peu dans le détail. Enfin, on va pas forcément rentrer dans le détail, mais maintenant, on va plutôt rentrer sur le pourquoi du comment avoir une bonne alimentation, comment diversification, etc. Je rappelle simplement que pour ceux qui souhaitent poser des questions, parce qu'il doit y en avoir plein, il y en a déjà quelques-unes. euh, eh bien, il faut utiliser le petit panneau Q et R en haut de votre interface. Vous les posez et je tâcherai d'y répondre. En tout cas, pas d'y répondre, mais de les poser, moi, dans le fil de la discussion avec Thomas et de vous les poser à la fin et de les poser ou de les poser à la fin de cette séance. Donc, on a on a fait un petit point sur le vocabulaire. Maintenant, est-ce que on entend partout qu'il faut absolument diversifier son alimentation. Est-ce que tu peux nous expliquer de façon très claire pourquoi? Ouais. La diversification de l'alimentation, elle va être en lien avec les micronutriments. Donc, on a compris que l'ensemble des aliments qui sont là, ils vont permettre d'apporter des macronutriments, donc de l'énergie. Mais ce qui est important, c'est que l'organisme, pour fonctionner, il a besoin de l'ensemble des vitamines et des minéraux qui existent. Comme on en a cité un petit peu tout à l'heure dans la présentation, chaque groupe alimentaire, chaque type d'aliment, hein, même dans les sous-groupes alimentaires, chaque type d'aliment va être riche en certaines vitamines et en certains minéraux. Un autre groupe alimentaire sera plus riche en telles vitamines et en tels minéraux. Donc, on comprend que si pour fonctionner, on a besoin de l'ensemble des vitamines et minéraux, et même pour avoir l'ensemble de cette vitamine et minéraux, on va être obligé de devoir consommer l'ensemble des groupes alimentaires. Donc, en fait, diversifier son alimentation, c'est s'assurer d'avoir des aliments issus de chaque groupe alimentaire, parce que dans chaque groupe alimentaire, on aura certaines vitamines et minéraux. Il n'y a aucun groupe alimentaire qui peut permettre d'apporter toutes les vitamines et minéraux. Donc, si on veut que notre corps ait tous les outils
dont il a besoin pour bien fonctionner, ben, il n'y a pas un aliment qui apporte tous les outils. Donc, il faudra aller piocher dans chaque groupe alimentaire pour avoir chaque outil que ce groupe alimentaire nous permet d'avoir. C'est ce qu'on appelle diversifier l'alimentation, consommer tous les groupes alimentaires pour avoir toutes les vitamines, tous les minéraux et donc tous les outils nécessaires à ce que le corps fonctionne bien. Parfait, merci. Alors, on a parlé de tous les aliments, presque, j'allais dire, solides, hein, mais a priori, c'est pareil, c'est un truc qu'on répète tout le temps. Il faut absolument boire. Il faut boire 1,5 litre, 2 litres, 3 litres, 10 litres, je ne sais. L'hydratation est extrêmement importante. Tu nous avais déjà expliqué hein, que quand on s'hydrate pas suffisamment, on perd très vite en performance. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus et nous dire aussi, pareil, rapidement et de façon assez synthétique, le rôle de l'hydratation dans tout ça? Bien sûr. L'élément premier qui va nous permettre de comprendre quel est le rôle de l'eau, de l'hydratation, c'est de comprendre quelle est la composition de notre corps. Notre corps, il est composé à 70% d'eau. Donc, si on a un corps qui, pour fonctionner à 70% d'eau, si on enlève de l'eau à ce corps, il va moins bien fonctionner. Pourquoi? Cette eau, on va en retrouver par exemple dans le sang, hein, le sang qui circule dans notre organisme et qui permet d'apporter nos micronutriments, nos macronutriments, toute l'énergie nécessaire pour fonctionner. Ben, c'est dans le fond, le sang contient de l'eau. Donc, si j'ai moins d'eau dans mon corps, je vais avoir moins d'eau dans le sang et donc j'ai moins cette capacité à apporter des vitamines, des minéraux, des micros, des macronutriments. Donc mon organisme fonctionne moins bien. Donc c'est ce qu'on appelle l'eau extracellulaire, l'eau à l'extérieur des cellules, notamment donc le sang, hein. Le sang est composé d'eau. Donc si j'ai moins d'eau, j'ai moins de sang, mon organisme fonctionne moins bien. Si je me déshydrate, si j'ai moins d'eau, je vais avoir aussi moins d'eau à l'intérieur des cellules. Et les cellules, pour bien fonctionner, elles aussi, elles ont besoin d'eau. Donc, si je me déshydrate, je perds de l'eau dans les cellules, mes cellules fonctionnent moins bien. Et si je me déshydrate, je perds de l'eau dans le sang, donc quelque chose de plus global, et toutes ces macro et micronutriments seront moins bien apportés. Donc, avoir un statut hydrique, ce qu'on appelle une hydratation optimale, ça permet d'avoir un organisme qui fonctionne de manière optimale parce que et les cellules ont besoin d'eau et le sang a besoin d'eau pour pouvoir transporter ce qu'il contient. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est possible de trop boire? Oui, exactement. C'est possible de trop boire. Et on a déjà eu des cas dans l'histoire du sport où des athlètes ont trop bu et ont fait ce qu'on appelle un choc hydrique, hein. On en a eu l'exemple, par exemple, sur un marathon de Boston dans les années 80, où une coureuse, à chaque ravitaillement, elle a bu énormément trop d'eau, énormément d'eau. Elle a fait un choc hydrique et à la fin, elle en a décédé. Donc là, je donne un exemple extrême Ah pour oui, tirer la sonnette d'alarme, mais trop peu boire, c'est comme trop boire. C'est une erreur que se font souvent aussi, par exemple. Bon, là, on parle de la moto, mais pour faire un comparatif avec le marathon, qui est aussi une épreuve d'endurance, les gens qui en général se lancent dans le marathon et n'ont pas trop d'expérience, à chaque ravitaillement, ils vont boire de l'eau, ils vont boire de l'eau, et à la fin, ça peut faire trop d'eau. Surtout qu'on en reparlera un petit peu après pour l'hydratation pour le sportif. C'est quand on a des efforts longs, ce n'est pas indiqué, c'est même contre-indiqué de boire que de l'eau pure, hein. Il faudra boire des boissons d'effort. On pourra en reparler si on veut dans ce webinaire sur le côté hydratation. Donc oui, trop boire, c'est pas bon non plus. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'hydrater, hein. La question que tu me disais, Rémi, c'est combien faut-il boire du coup? 1 litre d'eau, 2 litres d'eau, 3 litres d'eau. C'est simple. Il y a deux critères qui vont nous permettre de savoir combien on doit boire d'eau. L'eau qu'on a besoin pour boire de manière générale dans la journée en dehors de ses entraînements, donc vraiment l'eau, ce que notre corps a besoin pour fonctionner en dehors des entraînements, ça va dépendre de notre poids. Il y a une formule hein, qui existe que j'utilise moi en séance quand un sportif me demande combien je dois boire. Avec son poids, je vais calculer combien son corps a besoin d'eau en dehors des entraînements, ce qu'on appelle l'hydratation hors entraînement. Donc, on va avoir une première base et ensuite, on va rajouter à ce chiffre l'hydratation que l'on va conseiller pendant les entraînements. Pour donner un ordre d'idée, hein, après ce chiffre est adapté hein, au cas par cas, mais à peu près 500 à 800 millilitres d'eau par heure d'entraînement. Qu'est-ce qui va faire qu'on va être sur la fourchette basse ou la fourchette haute? Plusieurs critères que l'on peut citer ici sans rentrer trop dans le détail, mais pour avoir quand même quelques indicateurs. Ben déjà, le poids de l'athlète. Un athlète qui fait 40-50 kilos comme quand on est jeune et un athlète qui va en faire 80-90, ben, ils n'ont pas besoin de la même quantité d'eau pendant leur entraînement. Mais il y a un autre facteur en dehors de quel est le gabarit de l'athlète. On va pouvoir citer aussi la chaleur, hein. Quand on va être en moto, dans les épreuves d'endurance ou même quand on va rentrer sur la réalisation de rallyes, hein.
on pourra poser la question à Marc, hein, si on est dans le juste ou pas. Mais quand on va être dans des températures très chaudes, l'organisme va transpirer beaucoup. Donc, il faudra amener plus d'eau pour compenser ces pertes. Donc, on va avoir aussi un indicateur sur la chaleur qui va nous permettre de dire est-ce on va consommer moins ou plus d'eau à l'entraînement. À l'inverse, quelqu'un qui va aller faire une épreuve d'endurance dans des températures extrêmement froides, il aura besoin de moins d'eau parce qu'il aura moins transpiré. Très bien. Est-ce qu'on peut se fier à son sentiment de soif? Alors, je dirais oui et non. Pour expliquer un peu plus en détail, oui, dans le sens où quand on a soif, il faut boire, hein. Ça veut dire que notre cerveau, a senti qu'il y a moins d'eau dans le corps. Il y a des capteurs dans le corps qui vont nous dire: «Il y a moins d'eau». L'information remonte au cerveau. Donc si on arrive jusqu'à la soif, c'est que on est déjà un peu déshydraté, en fait. Le corps va pas nous donner le signal: «Bois» pour éviter de te déshydrater. Il va nous donner le signal: «Tu dois boire» une fois que l'on est déshydraté. Donc, oui, il faut se fier à son corps quand il nous dit de boire, il faut boire. Mais le but, en fait, c'est qu'un sportif qui se gère bien, il doit avoir jamais soif, en fait. Là, j'ai eu récemment, j'accompagne un sportif là qui était, ancien motard enduro, reconverti dans le triathlon et là, il revient dans la moto enduro. On a fait sur 2 jours de compétition, vraiment un protocole d'hydratation, quasiment heure par heure entre liaisons, spéciales et cetera. Et à la fin, il m'a dit: «Ben voilà, sur 6 heures d'effort, en respectant à chaque fois ce que je dois boire, je n'ai jamais eu soif». Un pari remporté, quand on va faire une épreuve d'endurance, c'est quasiment de ne jamais avoir soif, de toujours anticiper l'arrivée de la soif. Ça veut dire qu'on n'attend pas d'être déshydraté, donc de perdre de l'eau, donc de perdre la performance avant d'en remettre. Mais ça, c'est un entraînement, il faut savoir quelle quantité, puis c'est quelque chose qui s'apprend à bien boire, à boire avant d'avoir soif. C'est quelque chose qui vient avec l'expérience, et l'entraînement. Très bien. On peut effectivement demander l'avis de Marc s'il arrive à s'il arrive à se connecter. Je sais qu'il est avec nous, qu'il nous écoute, mais il est aussi extrêmement, extrêmement occupé parce que c'est vrai, je rappelle que Marc Bourgeois, qui est cofondateur de la Outsiders Academy, euh, a lancé un programme qui s'appelle la Ténéré Spirit Experience, hein, qui vise à emmener des pilotes débutants dans l'équipe officielle Yamaha Rally. Donc c'est la deuxième course qui s'est terminée au Hellas Rally et il est en train de préparer la troisième, la Transanatolia. Donc Marc, un petit témoignage de ton équipe quand il fait très très chaud et le rapport à l'hydratation que tu connais rapidement. Donc oui, par rapport au rallye raid, donc, évidemment, on a la plupart des compétitions qui sont dans le désert. Donc qui dit désert dit chaleur, mais pas tout le temps, hein. Un Dakar, par exemple, on peut avoir des journées qui le matin sont aux alentours de zéro, hein. Et sur toute la première partie du, de l'épreuve, on monte souvent vers le nord et deuxième partie de l'épreuve vers le sud avec des températures avoisinant des 30-35 degrés. On peut avoir des épreuves justement avoisinant les 45 degrés suivant la période. Donc effectivement, l'hydratation est une partie super importante. Et pareil, je rebondis par rapport aux apports qu'on ajoute en boisson énergétique ne sont pas les mêmes apports en fonction de la température. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Merci beaucoup Marc pour ce témoignage. Je propose est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Thomas, sur l'hydratation ou Non. on a fait le tour, hein. Moi, on a fait le Donc il y a tour. quelque Peut-être après, quand on sera sur les questions-réponses, il y en a, on reviendra dessus. Mais là, on a fait une bonne introduction c'est ça. sur l'aspect hydratation. Donc maintenant, il y a donc quels sont les types d'aliments, macronutriments, micronutriments, comment ça fonctionne tout ça, l'hydratation. Donc maintenant, il y a aussi une question de temporalité, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'il faut manger quoi? Parce qu'on parle là, on parle des jeunes sportifs, donc des sportifs et là des jeunes, puisque je rappelle qu'on a cinq jeunes motards, pilotes qui sont avec nous et qui ont des besoins souvent en tant qu'adolescents, en tant qu'enfants, en tant que jeunes adultes et jeunes adultes sportifs. Comment on s'organise pour s'alimenter correctement quand on est un jeune sportif? Et c'est aussi un point qui est très intéressant pour les parents. Oui. La première chose que je dirais pour répondre à ta question, Rémi, c'est qu'il y a quelque chose qui est souvent mal compris ou non connu.
c'est on ne mange pas pour compenser une perte d'énergie ou pour compenser quelque chose qu'on vient de faire. On mange pour apporter l'énergie nécessaire à ce qui va se passer après. On mange pas un repas de midi pour compenser la matinée qu'on vient de passer. On mange un repas de midi pour fournir l'énergie au restant de la journée. Et je vais faire le pont sur ça, sur l'importance, du petit déjeuner qui est trop souvent négligé, que ce soit de manière quantitative. On a beaucoup de sportifs, jeunes ou non, là, franchement, il y a pas de distinguo, beaucoup de gens, même dans la population générale, ne vont pas prendre de petit déjeuner. Alors, il y a des profils de personnes qui auront un intérêt à ne pas déjeuner, c'est la problématique du jeûne intermittent. On pourra y revenir si des gens ont des questions dessus. Mais hormis ces problématiques de gens qui ont une nécessité de jeûner le matin, dans le cas du sportif, il est important de déjeuner. Parce que le déjeuner, encore une fois, va fournir l'énergie nécessaire pour la matinée. Le repas du midi va fournir l'énergie nécessaire pour l'après-midi. Et à l'inverse, il y a beaucoup de sportifs, une fois qu'ils ont compris ça, ils se disent: «Ah ben, si c'est ça, du coup, moi, mon repas du soir, je peux le sauter ou je peux faire hyper léger. Vu que je ne vais pas avoir d'effort derrière, que je vais juste aller dormir, pas besoin de trop m'alimenter le soir comme ça, si je m'alimente un peu moins, j'aurai moins de graisse et cetera». Attention, ça aussi, c'est une erreur à ne pas connaître, à ne pas négliger le repas du soir. Certes, en termes de proportion, on va pouvoir le faire plus léger que le repas du midi, mais le repas du soir n'est pas à négliger. Pourquoi? Parce que le repas du soir, c'est celui qui va notamment nous permettre de bien, récupérer. Quand on va avoir, bon, un peu moins pour des sportifs jeunes parce qu'ils ne vont pas s'entraîner 2 fois par jour, mais quand on va arriver après dans le monde du sport professionnel où on s'entraîne très souvent 2 fois par jour, même par exemple 3 fois par jour dans certains types de sports d'endurance, c'est très important le repas du soir parce que c'est lui qui va nous permettre de bien récupérer, hein. Les protéines qu'on va consommer sur ce repas vont permettre, à nos fibres musculaires, de bien se réparer. Les glucides que l'on va consommer aussi va permettre une bonne récupération. Donc voilà, c'est important de ne pas négliger les repas pour avoir assez d'énergie pour le temps qui arrive après et pour le repas du soir, même si on va se coucher après, il n'est pas à négliger parce qu'il va permettre une bonne récupération de la journée qu'on va avoir. Ça, c'est le premier conseil, que je pourrais donner. Ensuite, si on continue sur les conseils sur, comment bien s'alimenter en termes de temporalité, tout à l'heure pour faire le parallèle avec, la pyramide alimentaire et quand on a expliqué que pour avoir l'ensemble des micronutriments, vitamines et minéraux, il fallait l'ensemble des groupes alimentaires. En termes de temporalité, ça ne veut pas dire qu'à chaque repas, je dois avoir l'ensemble des groupes alimentaires, hein. Ce qu'il faut, c'est grosso modo avoir l'ensemble des groupes alimentaires répartis sur une journée. Si on a l'ensemble des macros et des micros, surtout des micronutriments sur la journée, cela suffit, hein. Il ne faut pas se dire à tous les repas, il faudra, et des produits céréaliers, et des fruits, et des légumes, et des produits laitiers, et de la viande, des œufs. Non, non. Il faut à l'échelle, on va parler de temporalité à l'échelle d'une journée. Donc mon petit déjeuner, je vais y retrouver certains éléments pour certains critères. Le repas du midi, ça va être d'autres éléments. Celui du soir aussi, on pourra revenir si vous avez des questions dessus, sur qu'est-ce qu'on va essayer de retrouver, au niveau de la constitution de ces repas. Mais voilà, donc déjà, ne pas négliger l'ensemble des repas parce que chaque repas a un intérêt d'un point de vue énergétique et performance. Et ensuite, il faut que l'ensemble des groupes alimentaires soient retrouvés à l'échelle d'une journée. Cela suffit pour avoir, l'ensemble des vitamines et minéraux, par exemple. Alors comment, heu, maintenant ça c'est de façon tu as parlé de façon assez, générique, générale on va dire, dans la vie au quotidien. Maintenant il y a des moments qui sont un peu particuliers, c'est, les veilles de course, pendant la course, juste après, juste avant l'effort, après. Comment ça se gère au mieux ça pour éviter, des moments de mou? Ou comment gérer justement un moment un peu de mou? Ouais. Hypoglycémie par exemple? Alors pour refaire les différents moments, le premier que tu m'as cité, c'est la veille, de la veille des courses. Plutôt que de dire, ce qu'il faut manger les veilles de course, je vais plutôt vous dire ce qu'il va falloir éviter les veilles de course. On va éviter tout type d'aliment qui va être source d'inconfort digestif. On va éviter, ce qui va être les crudités, hein. On va préférer, par exemple, des légumes cuits. On va éviter, donc les crudités, les fruits, pas assez mûrs. On va éviter, par exemple, les légumineuses, hein. Donc, par exemple, pour redire ce que c'est les légumineuses, ça va être lentilles, haricots rouges, pois cassés, pois chiches. On va les éviter en veille de compétition parce qu'ils sont très riches en fibres.
tous les aliments trop riches en fibres, on va les éviter. On peut citer aussi, par exemple, les produits céréaliers complets, qu'en général, on conseille toujours riz complet, pâtes complètes, etc. Oui, les veilles de grosses compétitions, on va éviter d'aller dans le complet pour avoir du confort digestif. Donc, une veille de compétition. Après, pour vraiment le menu, qu'est-ce qui est idéal? Ça va dépendre de chaque sportif, de son poids, de beaucoup d'éléments pour dire qu'est-ce qu'on va mettre dans l'assiette. Mais déjà, ce qu'on va éviter de mettre dans l'assiette, c'est tout ce qui est trop riche en fibres, tout ce qui est trop gras, qui met du temps à être digéré. Les autres temporalités, c'est quoi que tu m'avais demandé, Rémi? Tu m'avais demandé Alors, juste avant, donc la veille, si je comprends bien, on accumule de l'énergie. Alors, j'ai déjà entendu parler de sucre lent. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, tiens, des sucres lents? Est-ce que tu peux nous parler des indices, du coup, des indices glycémiques? Je pense que c'est lié. Oui, autant faire le point maintenant, pas de souci. Ouais, très bien. Alors, indice glycémique haut et indice glycémique bas, c'est ce qu'on appelait avant, ce qu'on appelle en langage un peu plus courant, sucre lent et sucre rapide. Sucre rapide, ça va être l'indice glycémique haut. Je vais vous expliquer ce que c'est, mais c'est pour que vous puissiez faire le parallèle. Quand je parle avec des gens qui ne sont pas faire une nutrition, pas très aguerris, je vais parler de sucre rapide. Et dès qu'on va commencer à comprendre, à parler un peu plus avec les termes techniques, on va parler d'index glycémique qui est plus réaliste en fait. Et ensuite, les sucres lents, qui va être les index glycémiques bas. Qu'est-ce que c'est un sucre lent, sucre rapide? Donc, pour parler des sucres lents d'abord, les index glycémiques bas, les aliments qui vont contenir des glucides, donc de l'énergie. Ce qui va être intéressant, c'est de mesurer est-ce que c'est les glucides, les glucides, l'énergie qu'ils contient, est-ce que ça va arriver rapidement dans le sang, où on va avoir beaucoup d'énergie apportée très vite, ou est-ce que ça va être apporté petit à petit dans le sang sur un temps plus long? Ça, c'est les glucides lents. C'est ceux qui vont apporter de l'énergie en petite quantité, mais sur un temps très long. Et c'est ce qu'on va pouvoir privilégier en dehors des entraînements. En dehors des entraînements, je veux des aliments qui amènent de l'énergie sur un long terme en petite quantité. C'est ce qu'on appelle les glucides lents ou encore les indices glycémiques bas. On pourra se refaire un petit peu la liste aussi d'index glycémiques. Par exemple, là, tant qu'on est dans les index glycémiques bas, on va pouvoir citer par exemple certains fruits, légumes oléagineux, les amandes, l'avocat. On peut citer par exemple le fromage blanc, les oléagineux comme tout à l'heure, lentilles, flageolets, pois chiches, haricots, etc. Tout ça, ça va être des glucides lents, des index glycémiques bas. Ils vont apporter de l'énergie en petite quantité, mais sur un très long moment. À l'inverse, on va avoir les index glycémiques hauts, ce qu'on appelle les sucres rapides. Eux, quand on les consomme, très vite, le sucre arrive dans le sang et il arrive en quantité massive. Ça, on va vouloir le privilégier vraiment autour des entraînements. Pourquoi? Parce que si j'ai beaucoup de sucre qui arrive dans le sang d'un coup, bah, si je fais un effort, pendant l'effort, je vais pouvoir l'utiliser directement pour l'effort. Que si je consomme un sucre rapide, comme exemple des bonbons, des gâteaux, mais en dehors de l'entraînement, cette arrivée massive de sucre dans le sang, ça ne va pas être utilisé par l'organisme pour faire un effort, ça va rester là et ça va être stocké sous forme de graisse. On parlait tout à l'heure que les glucides étaient stockés sous forme de graisse. Voici l'exemple. Je mange des bonbons dans la journée, j'ai une arrivée massive, donc grande arrivée de sucre dans le sang. Mon organisme, il ne sait pas quoi en faire, il ne fait pas d'effort pour pouvoir l'utiliser, bah, du coup, il va le stocker. Il va le stocker sous forme de graisse. Si on veut citer quelques éléments à index glycémique élevé, on va citer par exemple, on peut citer Pardon. les frites, on peut citer le pain blanc, le popcorn, le riz blanc. On peut citer après, par exemple, la citrouille, hein, la bière, le navet, etc. On D'accord. pourra, par exemple, si vous voulez, vous fournir une petite brochure post-webinaire. On pourra refaire un petit point, par exemple, sur macro et micronutriments en une slide. Quels sont-ils leurs intérêts? Et par exemple, donner un tableau avec des différents aliments avec les index glycémiques. Je pourrais vous préparer un document et le fournir post-webinaire si vous le désirez. Ok. Alors, indice glycémique, donc sucre lent longtemps avant l'effort. Les glycémiques hauts, ça apporte de l'énergie très rapidement. Donc, on peut, j'imagine, les manger juste avant un effort, par exemple, c'est ça. Donc, j'ai ma compétition. La veille, je mange des sucres lents, etc. Le matin, je prends mon petit déj. J'arrive sur la compétition. Là, qu'est-ce que je fais? Sur le matin, au petit déjeuner? Oui, petit déjeuner. Et puis, juste avant, est-ce que tu peux nous donner une sorte de schéma standard le matin, juste avant, juste après, pendant?
Le matin, ça va être au niveau des consignes, on va être relativement sur les mêmes que le soir. On va éviter tout aliment qui va amener de l'inconfort digestif, mais vu par rapport au petit déjeuner, on va éviter ce qui est trop gras, par exemple l'huile, trop de beurre. Les oléagineux aussi, amandes, noix, noisettes, qui pourraient rentrer normalement dans une composition de petit déjeuner. Sur un petit déjeuner d'avant-course, on va éviter. Pourquoi? Parce que les graisses, donc les lipides, parmi les 3 macronutriments, c'est ceux qui sont le plus longs à digérer. Et on ne veut pas que quand on commence notre course, être encore en digestion. Hein, donc un petit déjeuner, il faut notamment d'avant compétition, c'est important qu'il ait une source de glucides, comme par exemple un produit céréalier. Ça peut être du pain complet, ça peut être de l'avoine, de l'épeautre, peu importe. Et aussi une source de protéines pour qu'ensuite, surtout si on va sur des épreuves d'endurance, il y ait des protéines qui soient dans le sang, disponibles dans le sang pour être utilisées, et que le corps n'aille pas puiser dans le muscle pour avoir des protéines, hein, qu'il en ait assez dans le sang. Donc avoir une source de protéines, ça peut être des œufs, ça peut être du fromage blanc, et avoir une source de glucides. Pareil, les fruits, autant sur un petit déjeuner normal, c'est important d'avoir un fruit, autant en journée de compétition, c'est pas une obligation si, pour éviter tout trouble d'un point de vue digestif. À la limite, on peut prendre une compote qui sera un fruit cuit et qui n'engendrera pas d'inconfort digestif. Donc ça, voilà. Le matin, une source de protéines, une source de glucides, et on évite tout ce qui va pouvoir être source d'inconfort digestif, comme par exemple les lipides, les oléagineux ou les fruits pas assez mûrs qu'on peut prendre du coup sous forme de compote, une compote de pommes par exemple. Ensuite, ce qu'on peut faire juste avant un effort, on peut avoir, heu, on peut avoir une boisson d'attente, hein. Ça, c'est ce que je travaille aussi avec les athlètes avec qui je fais les suivis. Ça va être une boisson qui va nous amener donc des sucres rapides. Comme ça, en fait, le but, c'est d'avoir, du sucre dans le sang, donc de l'énergie directement disponible dans le sang. Comme ça, quand je commence l'effort, mes muscles, ils peuvent directement utiliser, de l'énergie disponible, dans le sang. Donc protocole. La veille, j'évite tout ce qui me donne de l'inconfort digestif. Le matin, j'évite tout ce qui peut me donner de l'inconfort digestif et je veille à avoir une source de glucides, une source de protéines, et 30 minutes avant course, je peux utiliser une boisson d'attente qui me permettra d'avoir de l'énergie directement disponible pendant la course. Et ensuite, alors, après l'effort? OK. Après l'effort, ce qui sera important pour le sportif jeune, le but, c'est de simplifier, les protocoles quand on va être des sportifs plus professionnels, plus aguerris, plus vieux surtout. On aura vraiment des protocoles très ciblés sur la récupération avec des boissons de récupération, des protéines et cetera. Pour le jeune, ce qu'il faut, c'est qu'il puisse se réhydrater, hein. La réhydratation, j'arrête l'effort, je commence à me réhydrater petit à petit, et si j'ai fait une épreuve d'endurance, j'attends un petit peu. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. J'attends avant de remanger quelque chose de solide. Même si j'ai dans mon sac, une barre énergétique, une barre protéinée, des fruits et cetera, c'est très bien, je vais pouvoir les manger après, ça me permettra de récupérer. Mais, dans la première demi heure, première 3/4 d'heure, si j'ai fait un effort long, donc pareil pour les académiciens, ils n'ont pas encore des formats de compétition très longs, mais quand même le garder à l'esprit. J'évite au moins pour les jeunes, la première demi-heure, 3/4 d'heure, je me réhydrate bien. Je peux réutiliser je peux utiliser une boisson de récupération qui amènera des sucres rapides, mais pas que, hein. On pourra revenir dans les questions-réponses ou sur un prochain webinaire sur l'intérêt de la boisson de récupération, et surtout bien boire pour, refaire le stock d'eau qui aura été perdu. Et j'attends un petit peu, au moins sur les formats de course d'enduro kid, 30-45 minutes avant de remanger, du solide. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour faire simple, le corps, le sang, où il est amené, ça va dépendre de l'utilité première. Je fais un effort, je suis sur ma moto, le corps il dit: «Ben, là, ma priorité, c'est que les muscles fonctionnent bien. Je vais envoyer beaucoup plus de sang aux muscles». Au détriment de quoi? Au détriment du système digestif. Il va enlever un peu, grosso modo, il va envoyer moins de sang vers l'estomac, l'intestin et cetera, pour en donner plus aux muscles. Donc ça veut dire que quand je vais arrêter l'effort, mon système digestif, il n'est pas encore bien irrigué par le sang, il n'est pas encore très fonctionnel. Donc si je donne quelque chose de solide, ça peut être trop sollicitant. Donc d'abord, je me réhydrate bien, je bois du liquide, tant que petit à petit, le sang quitte les muscles pour aller reperfuser, redonner du sang au niveau de système digestif et qu'il se remette en route. Donc voilà, post-training, surtout pour les jeunes, réhydratation, très important, et j'évite le solide dans un premier temps pour éviter d'avoir de l'inconfort digestif ou fragiliser le système intestinal, semaine après semaine, mois après mois. Pour finir sur ce point-là, Rémi, avant de te laisser la parole, je mets très souvent en garde
les parents et les jeunes, c'est-à-dire que c'est avoir des routines en fait. On n'est pas là pour donner des protocoles super complexes, et que ce soit trop prise de tête pour les jeunes. Il faut leur donner des routines en fait pour les mettre sur de bons rails. Parce qu'un jeune qui n'a pas les bons réflexes d'un point de vue alimentation, nutrition, réhydratation, il va petit à petit se fragiliser l'organisme. Il ne le saura pas dans un premier temps parce qu'il est jeune. Le corps il a une super capacité de récupération et de se remettre bien. Mais des athlètes n'ont pas les bons réflexes en termes d'hydratation, d'alimentation avant, pendant, après. C'est très souvent des athlètes où quand ils vont arriver à gabarit adulte, 17, 18, et ben là, il y a des problématiques de santé qui vont apparaître. Pour faire le lien avec le sport d'endurance et la moto, ça va être par exemple l'apparition de problèmes digestifs. Très souvent, j'ai des jeunes cabinets qui viennent, voilà, certains aliments, je les digère moins bien. Quand je fais une épreuve très longue, parfois j'ai envie de vomir à la fin. Et on sent qu'en fait, avec toutes les années de mauvaises routines alimentaires, petit à petit, le système digestif a été un peu affaibli, fonctionne moins bien. Donc là, avant de le récupérer, c'est plusieurs mois, voire des fois, ça peut mettre 6 mois, un an, voire dans les cas les plus graves, un an et demi avant de retrouver une bonne digestion. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça que Outsider Academy s'est dit il faudrait avoir aussi du consulting nutrition, non pas pour imposer des choses d'un point de vue alimentaire à des jeunes, mais au contraire leur donner des bonnes clés pour leur faire une longévité de carrière. Tu me diras si je me trompe, Rémi, mais l'Outsider Academy, le but, c'est pas juste de prendre 5 académiciens pour une année et ensuite les laisser dans la nature. Leur but, c'est leur donner des clés pour qu'ils puissent avoir des bases solides sur tous les points, que ce soit, on a dit, préparation physique, avocat, consulting pour l'image, mais qu'ils aient des conseils, des clés pour la durée d'une carrière. On n'est pas là pour Exactement. donner des conseils sur une année, on est là pour mettre sur des rails pour des carrières. Exactement. Et d'ailleurs, on le voit parce il y a certains lauréats qui maintenant ont franchi au fur et à mesure les étapes et qui sont maintenant qui sont maintenant au top. Voilà, je pense à Léo Joyon, par exemple. Ouais. Euh, alors, alors il y a un élément qui est important. Ensuite, on répondra à Alizé qui a posé une question qui est intéressante, pas facile, mais qui est très intéressante. Avant de répondre à Alizé, et de prendre aussi les autres questions, notamment sur les gens qui sont véganes, par exemple, végétariens, quel est le rôle, est-ce que tu peux nous éclairer sur le rôle du sommeil dans la récupération? Ça, c'est quelque chose j'imagine qu'on doit négliger aussi qu'on doit négliger trop souvent dans dans la vie d'un sportif et comprendre le rôle du sommeil dans cette nutrition. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Rémi. Le sommeil, il est souvent un peu négligé chez les sportifs. Tout le monde sait que le sommeil est réparateur, que le sommeil permet de récupérer. On va revoir pourquoi. Mais il est souvent négligé. Très souvent, moi, quand j'accompagne des sportifs, je leur fais remplir une fiche au début, ce que j'appelle la fiche athlète, où c'est un peu des questions-réponses pour voir comment ils sont d'un point de vue profil, santé, etc. Et très souvent, dans les questions du sommeil, entre le nombre d'heures que les sportifs dorment et le nombre d'heures qu'ils évaluent optimal pour eux de dormir, on est très souvent, ils dorment moins d'heures que ce qu'ils auraient besoin, même pour des sportifs professionnels qui auraient le temps, etc. C'est parce que le soir, on est sur les écrans, le téléphone, et on et on grignote un peu sur le sommeil. Donc très souvent, les sportifs dorment moins que l'optimal sommeil dont ils auraient besoin. Pourquoi le sommeil est important pour récupérer? Parce que pendant ce stade d'inconscience qui est le sommeil, c'est là où il y a des processus de réparation, que ce soit d'un point de vue récupération cognitive, hein, récupération au niveau mental, mais aussi d'un point de vue physiologique, hein, réparation des tissus, désacidification, détoxification de l'organisme. Tous ces processus sont des éléments qui se font pendant la nuit, hein. Pour vous donner un exemple, le foie, que l'on pourrait un peu, pour faire analogie, dire c'est un peu comme le carburateur, comme un filtre de notre moto. Il a un pic d'activité pendant la nuit, hein. Entre 1 heure et 3 heures du matin, c'est là où le foie, a un pic d'activité. C'est là où il va détoxifier ce que l'on a accumulé pendant la nuit. Il va avoir aussi un rôle de désacidifier, de neutraliser les acides que l'on a eus pendant la journée. Donc voilà, la nuit, le corps est pendant le sommeil, c'est une phase d'activité, hein. Nous, on est inconscient, on est inactif, mais le corps, d'un point de vue physiologique, lui, est actif. Il va se désacidifier, se détoxifier, régénérer les fibres musculaires qui auront été lésées lors de l'effort. Tous ces éléments-là sont faits pendant le sommeil. C'est pour ça que négliger le sommeil, c'est négliger sa récupération et sa capacité de restauration des fonctions physiologiques à un niveau optimal. Très bien. On voit à quel point tout ça,
enfin, ça semble complexe au départ, mais finalement, tout est parfaitement cohérent et compréhensible enfin, on voit tout à fait la logique qu'il y a et l'intérêt qu'on a en tant que sportif à bien s'alimenter au bon moment, correctement, de façon équilibrée. Donc, on va pas pouvoir pousser, l'horloge tourne, on va pas pouvoir pousser beaucoup plus loin dans le détail. Je propose de passer aux questions-réponses. Alors, on a Alizé qui parle des comportements alimentaires et qui demande: avez-vous des conseils sur le comportement alimentaire, type l'écoute de sa faim, le sentiment de satiété? Par exemple, pendant les périodes de vie non sportives d'un jeune, par exemple à l'école, pendant les vacances, est-ce qu'un enfant qui n'a pas faim le matin, par exemple, est-ce qu'il ne serait pas important qu'il sache écouter ses sensations alimentaires, qu'il ne se force pas à manger pour être à l'écoute de son propre corps? Euh, Manger sans la faim à répétition, donc comme on peut imaginer quand on lui répète il faut que tu manges le matin, il faut que tu manges le matin, il faut que tu manges à tel moment, etc. Est-ce que manger sans la faim à répétition, est-ce que ça doit induire des troubles du comportement alimentaire, par exemple? Et lorsqu'on arrête la carrière sportive, est-ce que on ne peut pas être perdu sur ces sensations, juste retrouver qu'on n'est pas simplement une machine, mais qu'on est aussi avec des émotions, des sentiments, etc. Donc comment jongler avec tout ça? Ouais, c'est une J'espère, très bonne. Alizé, avoir bien traduit votre question. C'est une très bonne question, Alizé. Bon, déjà, de but en blanc, un enfant ou un jeune sportif qui n'aurait pas envie, qui ne mange pas le matin, qui n'aurait pas envie le matin, on va pas le forcer de but en blanc. Maintenant, c'est ton petit déjeuner, tu quittes pas la table tant que tu n'as pas à manger. Ça, c'est... on va mettre ça de côté. La question, c'est de savoir pourquoi l'enfant ou le jeune sportif, même le sportif d'une manière générale, ça m'est arrivé d'avoir des sportifs qui n'arrivaient pas à manger le matin, qui ne pouvaient pas. Le but, c'est de savoir, d'aller creuser pourquoi. Est-ce que c'est une question est-ce que l'organisme n'est pas encore assez réveillé et n'a pas encore eu la sensation? Parce que le moment où on se réveille, on n'a pas de faim. À la minute où on se réveille, il faut que le temps que le corps émerge un petit peu, le temps que les informations arrivent au cerveau et la faim se déclenche. Donc déjà, est-ce qu'il y a assez de temps entre le moment où il se lève et qu'il part à l'école? Quelqu'un qui se lève et qui, 5 minutes après, est parti de la maison, il s'habille, il part direct, ben c'est sûr, là, il n'aura pas la faim, il n'aura pas la sensation de faim. Le corps n'aura pas encore été assez éveillé où la sensation de faim arrive. C'est un premier élément sur lequel on peut creuser. On peut creuser aussi sur l'aspect, c'est un peu moins, ça arrive un peu moins chez les jeunes sportifs, mais ça peut arriver chez des sportifs qui vont devenir voilà, 15, 16 ans, qui commencent à s'entraîner pas mal. Je reviens sur la thématique du foie. Le foie, notre centrale d'épuration, notre organe pour détoxifier, s'il est encrassé, s'il est surchargé par une alimentation un peu inadaptée, avec de mauvaises routines, une des symptômes d'un foie qui tournerait un peu moins bien, ça va être le manque d'appétit le matin et même le manque d'énergie qui va être associé le matin. Donc là, en fait, le but, c'est qu'on on peut pas dire pourquoi un enfant ne mange pas le matin. Il faut aller chercher la raison pour laquelle. On ne va pas le forcer. La question, c'est de savoir, d'arriver à mettre le doigt sur la raison pour laquelle il ne mange pas. Et si on se dit, bon, on va essayer d'introduire un petit déjeuner parce que maintenant c'est le moment, c'est opportun pour lui. Ce qui sera introduit, c'est que pour ouvrir une case alimentaire, par exemple, ouvrir la case petit déjeuner dans la journée, c'est d'y aller de petit à petit. Au début, par exemple, il va prendre un demi-fruit quand il sera habitué à ça. Tiens, peut-être ça, ça va être bien toléré. Il va avoir l'habitude, la case sera ouverte. On pourra prendre, par exemple, une source de produits céréaliers. Une fois que ça, ce sera bon, vous voyez, un petit déjeuner, il y a 4, 5 éléments qui sont là pour avoir un petit déjeuner vraiment composé, complet. Et ben, on va pouvoir introduire groupe alimentaire par groupe alimentaire petit à petit. Donc, un, on ne braque surtout pas le jeune. Deux, ça va être un dialogue avec lui, les parents, pour voir sur les routines, etc., voir pourquoi il ne consomme pas ce petit déjeuner. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de physiologique, comme par exemple un foie encrassé ou un manque d'éveil au niveau du corps, voir la raison pour laquelle. Et si il n'y a pas une problématique de santé particulière et qu'on va essayer d'introduire, de changer un comportement alimentaire pour le mieux, le faire vraiment petit à petit. Ça peut mettre 2 semaines, 3 semaines, un mois, y aller au rythme de l'enfant et ne jamais le forcer. Parce que oui, comme disait Alizé, si on force un jeune pendant sa période sportive, etc., après, quand il va arrêter, il va perdre ses repères et c'est la porte ouverte aux troubles du comportement alimentaire. On a vu beaucoup de sportifs, jeunes ou pas, développer des troubles du comportement alimentaire pendant leur époque où ils sont sportifs
très souvent parce qu'ils ont des contraintes de poids, de catégorie de poids ou de rapport poids-puissance, donc ils sont souvent dans de la restriction alimentaire. Et carrière sportive, au contraire, où ils ont tellement été bridés pendant tant d'années, où on leur a imposé des menus, etc. Là, ils lâchent tout et ils mangent n'importe quoi. D'accord. Merci pour ces explications, ces éclairages. J'espère, Alizé, que ça vous a aidé. Si Ah, Alizé a voilà. d'autres questions, on va aller plus loin. On pourra laisser mon adresse mail sur le document post-webinaire ou en fin de webinaire. On laissera mon adresse mail et vous pouvez me Vous contacter directement pouvez, si vous avez une question. voilà, de toute façon, vous pouvez nous contacter via le site internet www.outsiders-sports.com sur lequel vous pouvez aussi retrouver d'autres contenus, retrouver les membres de notre communauté et pouvoir les contacter directement. Euh, Alors, aujourd'hui, il y a une grande tendance, enfin une tendance qui monte, qui se développe, ce qu'on appelait les végétariens, puis les végétaliens. Aujourd'hui, on a trouvé un nom qui est plus cool, qui s'appelle les véganes, le mouvement vegan. Alors, ça arrive aussi même parfois à l'école, hein, dans des enfants dont les parents sont véganes et qui, du coup, se retrouvent parfois à la cantine à avoir des habitudes alimentaires de type vegan. Qu'est-ce qu'il en est pour le jeune sportif et pour le sportif en général et pour le jeune sportif en particulier et le véganisme pour les jeunes, quel est ton avis de nutritionniste? Ok, donc tout d'abord, on va peut-être redéfinir la différence entre végétarien, végétalien et vegan. Végétarien, c'est quelqu'un qui ne consommera pas ce qu'on appelle de produits carnés, viande, poisson, mais qui consommera toujours, par exemple, ça va être les œufs, le beurre, le lait, ce qui est fait à partir de l'animal. Il ne consomme plus la viande de l'animal, mais ce que va produire l'animal, ça, il le consommera toujours. Un végétalien, il va enlever aussi du coup le lait, les œufs, le beurre, tout ce qui vient de l'animal il ne va plus le consommer. Et ce qu'on englobe quand on dit vegan, c'est qu'il y a une dimension un peu plus éthique où tout ce qui va toucher à l'animal, on ne va pas le faire. Par exemple, un vegan ne portera pas de manteau de fourrure, par exemple. Là, c'est plus une question alimentaire, c'est que tout ce qui est fait avec l'animal, où il y a un animal en jeu dans l'équation, on va le retirer. Maintenant que la définition est faite, quel est le positionnement chez le jeune sportif? Moi, je suis d'adopter un régime végétarien, déjà, végétalien ou vegan, je trouve, pour moi, je déconseillerais pour le jeune sportif. D'aller après sur un terrain de végétarisme, végétalisme ou véganisme, je trouve que c'est important de laisser le choix, que ce soit à l'athlète ou le jeune. Hein, là, je vais élargir plus large que le milieu du sport, mais je trouve ça important qu'il puisse faire ses propres choix après quand il sera adulte, en plus donner des valeurs au niveau de la traite des animaux, etc. Mais je trouve que pour aller vraiment vers du végétalisme ou du véganisme, c'est le choix à l'enfant. Pourquoi? Parce que autant avec un régime végétarien, on peut, avec un peu de complémentation alimentaire, arriver à avoir toutes les vitamines et minéraux dont le corps a besoin. Dans le végétalisme, on y arrive aussi, mais c'est plus compliqué, ça demande plus de rigueur et je trouve Parce qu'on ça, on enlève les œufs, on enlève le fromage, c'est ça. on enlève le Œufs, miel, on enlève ouais. quand même pas mal de choses. Oui, On va enlever beaucoup de choses, donc beaucoup de sources de micronutriments. Alors, on peut les trouver dans d'autres groupes, mais c'est plus compliqué. Et puis, il y a la complémentation alimentaire qui vient rentrer en jeu. Et je trouve ça dommage de mettre en place des compléments alimentaires chez les jeunes, parce que ça veut dire, même si c'est sous forme liquide ou gélule, etc., même si c'est sous forme liquide, c'est se dire, je vais avoir quelque chose à prendre en plus de l'alimentation, alors qu'on essaie d'expliquer, surtout quand on est jeune, que si on a une alimentation diversifiée, comme on a dit tout à l'heure, on peut arriver à avoir un peu tout le spectre des vitamines et minéraux. Donc, bon, chez le jeune sportif qui a beaucoup de demandes vis-à-vis du sport, vis-à-vis de la croissance, on peut se faire aider, mais je trouve, moi, que chez le jeune, il vaut mieux lui laisser le choix plus tard de son régime alimentaire et dans un premier temps, avoir l'ensemble des groupes alimentaires. C'est important chez un jeune sportif. d'accord. Donc c'est possible, mais visiblement beaucoup plus compliqué parce qu'il faut aller chercher des pilules, des gélules, des Ouais, compléments pour savoir, voilà, pour être sûr de ne manquer de rien. Parce qu'au final, ce qui est important, on a bien compris, enfin, on comprend tous bien la dimension éthique, comme tu le rappelais, du positionnement vegan ou végétalien. Il n'empêche que dans des questions de santé, l'important c'est d'avoir ouais. à disponibilité de pouvoir être en mesure de manger tous les groupes alimentaires, tous les micronutriments, tous les macronutriments. Ouais. Pour faire le pont, juste
10 secondes avec le sport professionnel. Oui, On peut être végétarien et sportif de haut niveau, voire de très haut niveau. C'est tout à fait compatible. Si on est rigoureux avec un peu de complémentation, c'est très compatible. Pour le végétalisme et le véganisme, c'est plus compliqué. Il y a toujours des exemples d'athlètes qui arrivent à être véganes, enfin végétaliens à de très haut niveau, mais c'est rare et c'est très difficile d'un point de vue micronutrition d'arriver à tout combler. Donc végétarisme et haut niveau, pas de souci. Végétalisme et sport de haut niveau, c'est quand même plus compliqué. Ça devient très d'accord. compliqué. Écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. On a répondu les différentes questions qui avaient été posées. On les a abordées dans le cours de notre séance. On a répondu aux questions qui ont été posées aussi en direct. On a un bon aperçu des problématiques qu'on peut rencontrer dans le cadre de la nutrition. Merci beaucoup Thomas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Peut-être est-ce que tu veux un petit mot pour la fin? Eh bien déjà, vous remercier encore de l'organisation que vous mettez autour de ces jeunes athlètes. L'Outsider Academy, c'est quand même beaucoup de temps, de travail, de logistique, faire le livret, organiser des webinaires, etc. Il y a très peu de domaines où on retrouve ça dans le milieu du sport des jeunes sportifs, hein. Vraiment, les motards, vous pouvez vous estimer heureux d'être dans un sport où il y a des gens, des acteurs qui s'investissent comme Rémi, comme Marc. Voilà, c'est ça le mot de la fin que j'aimerais laisser. Super, bah écoute, merci beaucoup Thomas. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager tout ça parce que c'est un questionnement qu'on a de façon transversale depuis toutes ces années, hein. C'est de se demander comment est-ce qu'on peut associer performance, haut niveau, compétition, mais aussi plaisir, parce que c'est le plus important. Nous, on a envie de partager ça, d'être guidé par le plaisir, la joie, de partager, et c'est ce qui nous permet d'aller loin. Donc, merci encore à tous d'avoir suivi ce webinaire en compagnie de Thomas Riff, consultant et enseignant en nutrition, et moi-même, et en compagnie aussi des différents lauréats. Il y a Nina Veil aussi, qui est notre référente pédagogique, qui était là, préparatrice mentale. Il y a aussi Marc Bourgeois qui était là, et puis on a nos autres auditeurs. Merci encore, merci à Yamaha pour sa fidélité et à la Mutuelle des Motards pour son soutien indéfectible. Vous pouvez nous retrouver en replay sur notre chaîne YouTube outsiders-sports.com. D'ici là, portez-vous bien et portez-vous bien et mangez bien. Au revoir à tous, merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Alors voilà, j'ai arrêté l'enregistrement.